bonsoir, Yorana, Maeva, et l'université a le plaisir de vous accueillir ici et surtout de vous accueillir dans le cadre du cycle de conférences Savoir pour tous. Donc c'est la première conférence ce soir et qui promet une série de conférences toute l'année. Et donc je voudrais remercier le club Soroptimiste pour cette conférence qui n'est pas, on va dire, qui est inédite puisqu'il y a plusieurs interventions ce soir. C'est pourquoi nous prendrons une durée en fait de 2 heures pour cette conférence. Et voilà, donc merci de votre présence. Et puis on va commencer maintenant. Je vais laisser la place à Chantal Vincent qui est ici et qui va coordonner en fait la série d'interventions ce soir. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à tout de suite pour les questions et pour échanger avec vous. Merci beaucoup Mirose. Bonsoir. Donc le Soroptimiste International, Club de Tahiti Papeete, remercie le président de l'université et son équipe de l'accueillir pour ces conférences. Le Soroptimiste International, Club de Tahiti Papeete, remercie également tous les intervenants et vous remercie toutes et tous de votre présence ici ce soir. Donc qu'est-ce que le Soroptimiste International ? Eh bien, c'est un mouvement interprofessionnel, non politique et non confessionnel qui est né en 1921 à Oakland, en Californie. Le Soroptimiste relève du statut des ONG accréditées auprès des agences de l'ONU, dont l'OMS. Il est composé de 5 fédérations. Donc, la Fédération Soroptimiste Internationale d'Amérique, d'Europe, de Grande-Bretagne-Irlande, du Sud-Ouest Pacifique et de la Fédération d'Afrique. Et ce mois-ci, nous fêtons son centenaire. Le Soroptimiste International est un vivier d'environ 72 000 membres de clubs dans 121 pays qui travaillent au niveau local, national et international pour éduquer, autonomiser et promouvoir la condition des femmes et des filles, lutter contre les violences à leur égard, se pencher dans le domaine de la santé et la sécurité alimentaire, ainsi que l'environnement et le développement durable. Nous portons des valeurs et menons des actions qui sont essentielles et vitales dans le monde dans lequel nous vivons, où nous côtoyons chaque jour des femmes qui luttent pour leur dignité et leur intégrité. C'est ainsi que le Soroptimiste International se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein. Des chiffres en France, le cancer du sein touche une femme sur 8 en France. 650 000 femmes sont atteintes ou ont été touchées par cette maladie. 59 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018, 12 100 décès en 2018. C'est la principale cause de mortalité par cancer chez la femme. Mais 99% de taux de survie à 3 ans, un stade diagnostiqué précocement grâce aussi à la gratuité de la mammographie. Des interrogations peuvent se poser. Une prise en charge précoce permet-elle d'améliorer significativement le pronostic ? Quels symptômes doivent alerter ? Quand faire une mammographie ? Quels sont les traitements ? Quels sont les pronostics ? Quels conseils apporter ? C'est dans ce but que le Soroptimiste International, Club de Tahiti Papeete, a travaillé avec l'équipe médicale du CHPF pour monter 2 conférences sur le dépistage du cancer du sein et les associations pour s'interroger sur pourquoi je dois faire ma mammo dans le cadre d'Octobre Rose. Des réponses pour la Polynésie française vont vous être apportées ce soir par les différents médecins ici présents, par le témoignage d'Anne Perrault sur son vécu,
par la présentation des associations et leurs missions. Et ensuite, la parole vous sera donnée pour des questions et les réponses vous seront apportées. Voilà, donc nous allons commencer avec les médecins, donc par la présentation de chacun d'eux et des thèmes abordés. Donc nous allons commencer par le docteur Priska Arthur, qui est radiologue et scénologue. Voilà, donc, et elle va nous présenter, ainsi que docteur Delphine Moutet, qui est chirurgienne gynécologue obstétricienne, excusez-moi. Elles vont nous parler des données médico-chirurgicales et radiologiques et l'importance de la mammographie. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir des hommes ce soir quand même si le sujet est un petit peu féminin. Alors, donc effectivement, moi je suis radiologue, scénologue, c'est-à-dire la grande partie de mon activité aujourd'hui est tournée autour du sein. Et donc je vais vous parler du dépistage du cancer du sein. Alors, c'est un choix de la femme pour un diagnostic précoce d'une maladie qui est à la fois fréquente et curable. Alors, le dépistage du cancer du sein utilise deux outils que vous connaissez bien, j'imagine, la mammographie, ou la radiotytie, comme on dit ici, et l'échographie mammaire. Alors, le dépistage du cancer du sein n'échappe pas à la règle. Chaque examen de dépistage doit répondre à des critères très particuliers. Un examen de dépistage, ça s'adresse non pas à des patientes, non pas à des gens malades, mais à la population générale, à des gens sains, des gens qui ne sont pas malades. C'est pourquoi le but de ce dépistage est de détecter la maladie avant les symptômes. La mammographie, en effet, permet de voir des tumeurs qu'on ne sent pas, même avec un examen rigoureux, ou des lésions parfois précancéreuses. Comme par exemple, je vous ai mis des exemples d'une petite masse en mammographie et d'un semis de microcalcification. C'est le type de lésion qu'on peut mettre en évidence par le dépistage. Alors, le premier message que j'aimerais vous faire passer, comme je vous ai dit, un dépistage, ça s'adresse à une population saine. Donc 9 fois sur 10, l'examen est normal. Et ça, je crois que c'est très très important à faire passer et à bien comprendre, car il y a beaucoup de femmes, notamment en Polynésie française. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en Polynésie française, donc voilà ce que je ressens auprès des femmes ici. Les femmes ont peur de venir. Les femmes qui se sentent en pleine santé, qui se sentent bien, ont l'impression qu'elles vont venir faire leur mammographie et qu'on va leur trouver une maladie. Alors, effectivement, c'est le but, mais c'est le but seulement 1 fois sur 10, car la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, l'examen est strictement normal. Un deuxième critère très important, quel que soit le test de dépistage, il doit être acceptable pour la population, c'est-à-dire il doit être facile à réaliser et il doit être bien toléré par les gens. Donc, je tiens à dire également que la mammographie ne fait pas mal. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur. Je comprends leur appréhension et c'est très important de l'exprimer. Dans les différents cabinets de radiologie sur le territoire qui pratiquent la mammographie, les manipulateurs ou les manipulatrices ont vraiment l'habitude. En tant que femme, il ne faut pas hésiter à exprimer ses appréhensions, à dire qu'on a peur, à dire qu'on a mal au cou, à dire qu'on a mal au sein, etc. Parce qu'on est toutes différentes. On n'a pas 2 femmes qui ont les mêmes seins. Et donc, c'est normal que pour certaines personnes, surtout s'il y a de l'appréhension, ce soit un tout petit peu plus désagréable. Une petite précision aussi, je recommande à toutes les femmes qui ne sont pas encore ménopausées de venir juste après leurs règles, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les seins sont le plus malléables. Un autre critère, il faut que cet examen il soit peu coûteux. Alors, pour que tout le monde se rende un petit peu compte, le forfait mammographie et échographie coûte 18 000 francs. Cette somme est prise en charge entièrement par la direction de la santé et la femme n'a aucune avance de frais à faire lorsqu'elle se situe dans la population cible de dépistage, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans.
Cet examen de dépistage, il doit être aussi reproductible. Ça veut dire qu'on doit pouvoir le refaire. Et d'une femme à l'autre, ça doit être facilement reproductible. Et dans le cadre du cancer du sein, on le refait tous les 2 ans. On estime que c'est la durée optimale pour éviter de passer entre ce qu'on appelle les cancers d'intervalle. C'est un cancer qui surviendrait entre 2 mammographies. Alors, un test de dépistage, c'est pour une maladie à la fois grave, mais que l'on peut traiter. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de dépister des femmes et puis après de leur dire, bon bah voilà, on vous a trouvé un cancer du sein, mais malheureusement, on n'a pas grand-chose à vous proposer. Donc, ce qu'il faut bien retenir aussi, comme l'a dit Chantal, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme et c'est la première cause de mortalité par cancer. Donc ça en fait une maladie suffisamment grave pour bien la considérer. Et on sait aujourd'hui, grâce aux études, que le diagnostic précoce permet une guérison et surtout moins de séquelles des traitements, c'est-à-dire des traitements beaucoup moins lourds que lorsqu'on attend et que la maladie avance. On sait que près de 9 femmes sur 10 sont guéries après 5 ans en cas de diagnostic précoce. Alors maintenant, un petit mot sur le compte-rendu, parce que je me suis aperçue aussi qu'il n'était pas toujours facile à comprendre par les patientes. L'avantage en Polynésie française, où que vous alliez, le radiologue, le jour de votre dépistage, peut vous donner le résultat immédiatement. Il va vous dire le résultat de votre mammographie et il va utiliser une sorte de code qu'on appelle la classification ACR. ACR, ça veut dire American College of Radiology. C'est les Américains qui ont inventé cette classification. C'est en quelque sorte une conduite à tenir, un code pour communiquer entre médecins, savoir, en fonction du résultat de la mammographie, qu'est-ce qu'on fait. Alors, sachant qu'on peut avoir un code différent par sein. Donc, si on vous dit ACR1 bilatéral, ça veut dire votre examen est normal, tout va bien. Si on vous dit c'est ACR2, alors ça veut dire qu'il existe une petite anomalie, elle est bénigne, on en est certain. Ça peut être un petit kyste, ça peut être une petite calcification, il n'y a pas besoin de surveiller, votre examen est normal. Si on vous dit ACR3, alors c'est là que les femmes commencent un petit peu à trembler. ACR3, ça veut dire qu'il existe une anomalie, on pense vraiment qu'elle est bénigne à 97% des cas. Mais, par mesure de précaution, le radiologue décide que c'est un petit peu mieux de la surveiller pour être sûr qu'elle n'évolue pas. C'est dans ce cas-là qu'on peut vous proposer un contrôle, en général, à 4 à 6 mois. Et là, l'appréhension commence. C'est normal, on est arrivé saine, on n'avait pas de maladie, et on vous propose de faire une surveillance. Donc c'est parfois difficile pour les femmes d'accepter cette surveillance, mais il faut bien comprendre que c'est juste une mesure de précaution. ACR4, les choses se compliquent, on a vu une anomalie, et là, on ne sait pas trop, il faut vérifier par biopsie parce que ça pourrait être quelque chose d'embêtant. ACR5, là, on pense vraiment franchement que l'image est suspecte, et on va rapidement aussi aller à la biopsie pour avoir un diagnostic de certitude. Il n'y a que la biopsie qui peut donner un diagnostic de certitude. Parfois, on se trompe. On pense qu'une image est vraiment un cancer, on la décrit comme telle et on a des bonnes surprises. Donc, il faut vraiment attendre le résultat de la biopsie avant de se faire une idée. Voilà, donc ACR1, ACR2, mettez-vous bien dans la tête, c'est un examen normal. Alors voilà, je vous ai parlé des grandes lignes du dépistage. J'ai eu envie aussi de vous présenter quelques techniques qu'on utilise parfois aussi dans le panel des examens disponibles pour explorer le sein, qui sortent un petit peu du cadre du dépistage, mais que parfois on peut vous proposer pour préciser notamment des images. Alors je vais vous dire quelques mots sur l'angiomammographie. Alors, c'est dans des cas particuliers, comme par exemple des femmes qui ont des seins très denses. Qu'est-ce que c'est des seins très denses ? Vous voyez sur la mammographie que je vous ai montrée, le sein, c'est un mélange de graisse. La graisse nous apparaît en noir et de glande. La glande nous apparaît en blanc. Vous comprenez assez facilement qu'un sein très dense, c'est un sein qui a beaucoup de glandes. Le cancer, c'est une petite tache blanche. Donc, du blanc sur du blanc, on est parfois un petit peu embêté. C'est pourquoi l'angiomammographie, c'est en fait une mammographie, exactement de la même manière qu'une mammographie classique que vous connaissez, mais on va injecter du produit de contraste iodé, le même produit qu'on utilise quand on fait des scanners. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ou certains ont déjà passé des scanners, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes précautions d'usage. Ça nous permet de mettre en évidence des lésions qui sont très vasculaires, qui ont plein de petits vaisseaux et qui vont apparaître.
Grâce à une reconstruction informatique, vous voyez le second cliché, là c'est une angiomammographie normale. On a éliminé toute la glande et on voit rien, juste un petit vaisseau qui passe. Ça veut dire que dans ce sein, il n'y a aucune lésion qui se rehausse. Donc sur un sein dense où on aurait pu se poser des questions ou un sein complexe d'une dame qui a plein de kystes, voilà, c'est un examen qui nous permet d'avancer. Un second exemple pour bien vous faire comprendre, cette dame aussi avait aussi les seins denses, vous le voyez, il y a beaucoup de blanc. Et le cliché suivant, le sein droit est normal, le sein gauche, vous voyez, il y a une tache qui apparaît. C'est juste le produit de contraste qui ressort. Et il y avait ici, chez cette femme, une lésion hypervasculaire assez étendue. Et malheureusement, c'était effectivement un cancer. Voilà, un autre cas de figure, je suis très jeune, je n'ai pas l'âge du dépistage, mais je suis quand même très inquiète et puis j'ai vraiment envie de me faire suivre. Il faut savoir que la plupart des cancers du sein surviennent après 50 ans. Le cancer du sein, classiquement, c'est un cancer de la ménopause. Mais effectivement, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec le docteur Lutringer, on peut aussi avoir un cancer du sein quand on est plus jeune. Or, les seins de la femme jeune sont denses, ils sont souvent plus difficiles à comprimer et ils sont plus radiosensibles. C'est pour ça que dans ces cas-là, on va hésiter à faire une mammographie. Ce n'est pas forcément l'examen qu'on va faire en première intention. On vous proposera dans ces cas-là plutôt une échographie. Sachant qu'à cet âge-là, les pathologies bénignes comme les kystes, les fibroadénomes, les petits papillomes, les petites lésions bénignes sont très fréquentes et on pourra tout à fait les diagnostiquer par échographie si nécessaire. Parfois, on complète ensuite par une mammographie, mais ça ne doit absolument pas être systématique. Il ne faut pas oublier que la mammographie est également un examen qui utilise les rayons X. Donc c'est un examen irradiant dont on ne doit pas abuser. Que faire si j'ai beaucoup de cas dans ma famille, beaucoup d'antécédents ? Il faut vous rapprocher de votre médecin traitant, de votre gynécologue, de votre radiologue, il faut en parler. Et on a des petits scores assez faciles à utiliser. Ici, le score d'Essinger, vous voyez, qui tient compte des antécédents, des âges, antécédents de cancer du sein, mais aussi antécédents de cancer de l'ovaire et notamment antécédents de cancer du sein chez l'homme. En fonction des critères, on calcule très rapidement un petit score. Si le score est supérieur à 3, il y a indication à rencontrer un oncogénéticien qui, lui, va vous poser des questions beaucoup plus poussées sur votre histoire familiale, éventuellement faire un arbre généalogique et peut-être proposer une prise de sang pour faire un diagnostic génétique et établir votre risque personnel. Dans ce cas, il arrive qu'une surveillance personnalisée vous soit proposée. Et comme il s'agit souvent de femmes jeunes, on commence une surveillance très jeune, parfois dès l'âge de 30 ans, on va utiliser un autre examen qui s'appelle l'IRM mammaire. L'IRM mammaire, c'est un examen qui n'utilise pas les rayons X. C'est un petit peu le même principe que l'angiomammographie. Souvenez-vous, on va injecter un produit de contraste et on va rechercher des lésions hypervasculaires, des lésions riches en petits vaisseaux. Et voilà les images qu'on peut obtenir. C'est un examen qui se réalise en position, vous voyez, sur le ventre. Ensuite, la dame va rentrer un petit peu dans le tunnel pour qu'on puisse faire les images. Il est important de ne pas bouger pendant une vingtaine de minutes. Et c'est un examen qui fait beaucoup de bruit, mais qui est totalement indolore. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'IRM mammaire. Un petit mot sur cette étude que je trouve très intéressante, l'étude MyPEPS. Alors, en fait, c'est une étude qui est en cours, une étude européenne qui vise à évaluer si un dépistage personnalisé du cancer du sein, qui serait basé sur le risque individuel de développer un cancer du sein, serait au moins équivalent ou encore mieux pour les femmes dépistées que le dépistage organisé actuel basé sur l'âge. Je m'explique. C'est une étude réalisée dans plusieurs pays européens qui va regrouper 85 000 femmes. Pour vous dire que c'est vraiment une étude de grande ampleur. Ils vont faire 2 groupes. Un groupe, on continue comme ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, le dépistage organisé tel que je vous l'ai expliqué, tel que vous le connaissez. Et un second groupe où les femmes vont subir un interrogatoire sur leur famille, sur leur vie de femme, est-ce qu'elles ont eu des enfants, est-ce qu'elles ont allaité, etc. Quelles sont les maladies dans leur famille. Et en fonction de ça, on va estimer pour elles, pour chaque femme, un risque personnel. Et en fonction des niveaux de risque, on va lui proposer une surveillance personnalisée. Ça peut être une mammographie tous les 4 ans, ça peut être une mammographie plus une échographie annuelle, ça peut être une IRM tous les ans. Voilà, il y a plusieurs groupes. Et au bout de quelques années, là je crois que le recrutement est bientôt terminé, donc on aura les résultats d'ici quelques années, on va savoir si on ne pourrait pas faire un dépistage personnalisé, c'est-à-dire plutôt que d'irradier toute la population des femmes pour trouver quelques cancers, est-ce qu'on ne peut pas proposer aux femmes un dépistage qui correspond à leur risque individuel.
Un dernier petit mot, j'ai bientôt fini, sur des techniques quand même qui vous intéressent, c'est-à-dire les biopsies. Donc on est dans le cadre de l'ACR4 ou de l'ACR5, on a une lésion et on a besoin d'un diagnostic de certitude. Donc ça fait souvent peur aux dames, pourtant c'est vraiment des examens qu'on pratique en routine, en consultation, très rapidement, et c'est très très bien toléré. Là par exemple, vous voyez une petite lésion nodulaire sous échographie, sur l'image de droite. On cible avec l'échographie. Il faut savoir que le sein, ce n'est pas sensible en lui-même. Ce qui est très sensible, c'est la peau. Donc on fait une anesthésie au point d'entrée. Dès que la dame ne sent plus, on glisse notre petit système qui nous permet de prendre un petit fragment de la lésion, on envoie au laboratoire et en à peu près une semaine, on a un diagnostic de certitude. Donc c'est vraiment un examen qui nous rend des services. C'est la microbiopsie. Que faire quand l'anomalie ne se voit que sur la mammographie? Ça arrive fréquemment. Quand il s'agit de petites calcifications, par exemple, ou d'images qu'on ne retrouve pas à l'échographie, on a quand même une solution à vous proposer. On réalise ce qu'on appelle une macrobiopsie. Pourquoi macrobiopsie? Parce que les prélèvements sont un tout petit peu plus gros. Alors, je vous ai mis une photo pour que vous voyez dans quelle position, comment est installée la dame. La dame, elle est consciente, elle n'est pas du tout endormie, c'est vraiment un examen ambulatoire. Elle est couchée sur le côté, son sein est comprimé exactement comme si on allait lui faire une mammographie. C'est l'ordinateur qui calcule la position dans le sein de ce qu'on appelle la cible, le petit foyer de microcalcification par exemple. Et l'appareil à biopsie se positionne exactement là où il doit aller. Ensuite, on réalise les prélèvements. Et l'intérêt de cette technique, lors des calcifications, c'est qu'on peut ensuite faire des radios des petits morceaux qu'on a retirés et être certain que les calcifications sont dedans. Donc ça, c'est vraiment très pratique et ça se fait comme ça en ambulatoire. Ça paraît impressionnant en mise en œuvre, mais en fait, en général, ça se passe toujours très bien. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue et j'essaie de vous proposer les différentes techniques. Volontairement, je n'ai pas trop détaillé, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières sur des choses qui sont de ma compétence, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup, Prisca. Donc maintenant, Delphine, merci. Alors, bonjour à tous, moi c'est le docteur Moutet, je suis chirurgienne gynécologue à l'hôpital et je suis spécialisée en cancer du sein et en reconstruction mammaire. Donc on m'a demandé de parler sur le dépistage du cancer du sein et pourquoi il est important de se faire dépister. Alors, une diapo qui est donc par l'Institut national du cancer qui résume tout ce qu'on vient de dire. Donc le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, première cause de décès malheureusement chez la femme par cancer. Une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie, mais détecté à un stade précoce, n'oublions pas qu'il peut être guéri dans 99% des cas. Donc c'est le premier cancer féminin, environ 58 000 nouveaux cas par an en France, 12 000 décès annuels. En Polynésie, on a 150 nouveaux cas par an. Qu'est-ce que le dépistage? Donc, comme vient de me le dire Prisca, c'est ce qu'on connaît maintenant tous, c'est la mammographie qui va plus ou moins être couplée à une échographie chez les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Donc ça, c'est ce qui est proposé et qui est remboursé. Mais n'oublions pas également qu'il y a le dépistage clinique. Il ne faut pas oublier de se faire examiner les seins, consulter son gynéco ou le médecin généraliste tous les ans à partir de 25 ans, puisque la mammo, on ne l'aura pas normalement avant 50 ans. Donc, on peut être amené à consulter pour certains symptômes. Quels vont être les signes possibles de cancer du sein? Ça, c'est une super diapo qui résume tout. Si on prend de gauche à droite en passant par le haut, il faut consulter si on a une augmentation du volume des ganglions lymphatiques, donc sous le bras, au-dessus de la clavicule, si on a un changement récent dans la taille ou la forme du sein, si on a l'impression qu'il y a une déformation,
un écoulement mamelonnaire ou le mamelon qui devient ulcéré ou qui a un eczéma persistant, c'est pas normal. Un épaississement ou un durcissement de toute la peau du sein également, ça peut être un signe de cancer. Une masse, ça on y pense normalement. Et ça peut aussi être tout simplement une petite rétraction récente du mamelon qu'on n'avait pas avant, qui peut faire suspecter une tumeur qui est derrière le mamelon. Et sinon, une rougeur récente de la peau ou alors vraiment avec une vascularisation qui devient très visible. Donc il ne faut pas oublier de consulter pour toutes ces raisons-là un clinicien. Donc pourquoi le dépistage précoce? Le but du dépistage précoce, comme l'a dit Prisca, c'est d'aller trouver une tumeur qui est complètement asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun des signes qui étaient juste cités avant. Une petite tumeur qu'on n'a pas sentie, et du coup on va pouvoir la découvrir assez tôt, ce qui veut dire des stades découverts plus précoces, des traitements moins lourds, moins de séquelles et surtout une survie augmentée. Rappelons que le cancer du sein a une survie qui est très bonne, qui est de 87% de survie à 5 ans. Quels sont les facteurs de risque du cancer? Je pense que c'est important de les rappeler tout de même. Donc il y a des facteurs de risque dont on ne peut rien faire contre, donc ça va être l'âge, après 50 ans on est plus à risque, les antécédents personnels de pathologie mammaire, les antécédents familiaux de cancer du sein dont les prédispositions génétiques, et je pense que Delphine Nutringer en reparlera tout à l'heure, des antécédents de radiothérapie thoracique à haute dose, souvent dans l'enfance, pour des traitements de lymphome par exemple, leucémie, et tout ce qui est exposition hormonale endogène, une puberté précoce, une ménopause tardive, des enfants tardivement, etc. Et puis il y a tous les facteurs de risque qu'on peut modifier qui sont liés à notre mode de vie. Un facteur de risque qui est vraiment connu, c'est le surpoids, l'obésité chez la femme ménopausée, le tabac, l'alcool. Ça on les retrouve tout le temps, mais dans le cancer du sein également. Quels sont les facteurs protecteurs? Il y en a. Classiquement, on dit que l'allaitement protège du cancer du sein. Il faut que ça soit un allaitement prolongé. Puis on a des grossesses précoces également. Et surtout, quelque chose que tout le monde peut faire, c'est l'activité physique après la ménopause. C'est vraiment important et ça a été clairement associé à une diminution du risque de cancer du sein. Alors, le but du dépistage, ça va être d'intervenir au stade précoce. Donc là, on a les différents stades du cancer. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça. Non, je vous ai entouré. Donc le but, c'est d'arriver au stade où la tumeur est encore toute petite, n'a pas encore atteint les ganglions qui sont en vert sur le schéma. Et puis on voit que plus on avance dans le stade, plus la tumeur va grossir et surtout envahir les ganglions régionaux qui se dirigent jusque dans les selles et malheureusement au stade 4, envahir les organes adjacents. Donc si on résume ces stades de manière écrite, le stade 0, c'est le cancer qui est intracanalaire ou in situ, donc c'est ce qui est dans les canaux. Ensuite, on va avoir un stade localisé, et puis après, on va avoir un stade qui va être localement avancé, qui va atteindre les ganglions, et malheureusement, à la fin, se disséminer dans d'autres organes. Juste une diapo pour comprendre, le cancer du sein, quand on attend trop, il peut aller donc se disséminer principalement dans les os, le foie, les poumons et le cerveau. Donc, quand on arrive avant tout ça, au stade précoce, la survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté précocement, versus 26% pour un cancer métastasé. Au stade précoce, on va faire dans plus de 80% des cas des simples tumorectomies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir garder son sein et également prélever quelques ganglions sentinelles et pas forcément enlever tous les ganglions qui drainent le sein. On est dans une phase où on a une désescalade des traitements, de la chirurgie et des traitements. Avant, il y a encore un peu plus de 20 ans, on faisait des mastectomies à tout le monde, avec des curages axillaires à tout le monde. Depuis, il y a eu l'essor de la radiothérapie post-opératoire et surtout, on a pu montrer qu'on pouvait garder le sein et enlever juste la tumeur quand c'est possible, quand le volume de la tumeur le permet par rapport à la taille du sein, et aussi prélever que les ganglions sentinelles, je vous montrerai des schémas après. Tout le monde n'a pas forcément de la chimio, on a également de l'hormonothérapie, et puis on va dans une phase où il y a les traitements ciblés du cancer, donc on est vraiment dans une phase de désescalade. Donc pour le versant chirurgical, la tumorectomie, je vous le disais, c'est dans plus de 80% des cas dans des stades précoces. Pourquoi ? Parce qu'on va détecter une tumeur qui sera suffisamment petite pour l'enlever
en passant par une petite incision sur le sein, et on va aller enlever la tumeur, un peu de glande autour parce qu'on a toujours besoin de berges de sécurité, et puis on ferme et on peut préserver son sein. Donc comme on le voit à la mammographie, là la tumeur elle permet tout à fait une exérèse localisée. Donc ça c'est quand on coupe une pièce opératoire en deux. Je trouve que ça représente bien ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est ce qu'on va envoyer en analyse. La tumeur, c'est ce qu'il y a entre la petite pince à droite, c'est ce qui est rose. Au sein de la glande qui est jaune, c'est plutôt graisseux, la glande mammaire. Donc on voit bien qu'on enlève la tumeur, mais pas seulement. On va aussi enlever un petit peu de glande saine autour. Il faut des berges de sécurité. Donc quand on a un dépistage précoce, on a toujours la place d'enlever la simple petite tumeur et de garder le reste du sein. Malheureusement, quand on découvre une tumeur au stade avancé, comme sur la mammo du bas, donc on voit que ça prend beaucoup de place à rétracter la peau, ou malheureusement qu'on découvre de multiples tumeurs, on voit de multiples taches blanches à la mammo du haut, on est obligé de faire une mastectomie, donc une ablation du sein. Maintenant, on a des techniques qu'on appelle des techniques d'oncoplastie, qui nous permettent, même si la tumeur peut être un petit peu grande, c'est des techniques dérivées de la plastie mammaire qui vont nous permettre de garder le sein tout en faisant une réduction mammaire et quitte à symétriser l'autre sein. Donc voilà, c'est toujours possible de garder son sein, même avec des tumeurs qui font parfois 3-4 cm, ça va dépendre de ce qui va rester, ça va dépendre de la forme du sein, mais on a ces techniques-là qui nous permettent de faire des exérèses larges en étant conservateurs. Le ganglion sentinelle, donc ce que je vous ai expliqué, c'est le cancer du sein, il va migrer dans les ganglions. Même à un stade précoce, on a toujours besoin de savoir s'il y a du cancer dans le ganglion. La mammo, l'écho peut nous orienter, mais il n'y a que l'analyse, l'enlever le ganglion et de faire une analyse microscopique qui nous permettra de le savoir. Donc on va enlever les premiers ganglions, ce qu'on appelle les ganglions sentinelles. Donc il y a une injection de bleu péropératoire, mais surtout une injection en médecine isotopique d'un traceur isotopique qu'on va détecter pendant l'intervention. Et donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire dans plus de 80% des cas à un stade précoce, plutôt que de faire un curage, c'est-à-dire d'enlever tous les ganglions lymphatiques, et c'est plus lourd, il y a plus de douleurs post-opératoires. Donc un ganglion sentinelle, ça entraîne des suites plus simples. C'est possible de faire cette chirurgie en ambulatoire. Il y a moins de risque de lymphœdème. Le lymphœdème, c'est le gros bras, et moins de besoin de kiné en post-opératoire. Donc vraiment, le dépistage précoce, voilà. Surtout n'attendez pas, ça c'est, voilà, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent, il y a malheureusement trop de gens qui attendent, on attend que ça fasse mal, on attend que ça saigne, et on a malheureusement encore trop souvent des femmes qui arrivent avec des tumeurs avec lesquelles elles ont vécu, elles ont un peu caché sous l'habit, et puis elles viennent que quand ça fait mal. Et c'est dommage parce que voilà, on essaye de prouver qu'on peut avoir des traitements, et ça se traite bien quand on consulte tôt. Voilà. Pour celles qui ont eu une mastectomie, il y a toujours des perspectives, notamment des perspectives de reconstruction. Il y a plusieurs techniques. Soit on fait une technique de reconstruction par prothèse, donc on va aller glisser une prothèse sous la cicatrice de mastectomie et sous le muscle pectoral. Voilà, donc ça n'engendre pas d'autres cicatrices, mais ça reste un implant qu'il va falloir changer tous les 10-15 ans, et il faut aussi que ça puisse se faire techniquement. Ça reste un corps étranger, mais c'est une bonne technique. Sinon, il y a la technique des lambeaux, où on va aller en fait remplacer le sein par un lambeau musculo-cutané. Donc on peut, à gauche, c'est le lambeau de grand dorsal, donc on va aller prendre du muscle et la peau du dos avec une cicatrice dans le dos pour aller transposer devant, faire un volume. Ou alors une autre technique, alors cette technique n'est pas faite en Polynésie, c'est une technique de microchirurgie où on va aller prélever un lambeau abdominal, juste la graisse et la peau, et aller la greffer en haut. Et ça s'appelle le DIEP. Voilà, donc faites votre mammo. Et si vous avez besoin de poser des questions, moi j'ai trouvé qu'il y avait une documentation de l'INCA qui était très bien faite pour les femmes, sur le dépistage, pourquoi, et voilà, pour s'informer, qui est très bien faite, qui se trouve sur Internet. Voilà. Merci Delphine. Donc maintenant, nous allons passer avec l'exposé du docteur Delphine Utringer.
et le docteur Lucille Chauveau. Donc le docteur Delphine Utringer travaille en oncologie à l'hôpital et travaille également au service d'information médicale. Et donc en oncologie, elle fait des consultations d'oncogénétique. Alors, et elles vont merci, nous parler Chantal. de la situation actuelle en Polynésie française. Non, je vais parler du cancer du sein chez la femme jeune, pour le coup. Hop. Voilà. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, je travaille au CHPF et je m'occupe notamment des consultations d'oncogénétique, donc tout ce qui va être prédisposition héréditaire au cancer et donc notamment évidemment au cancer du sein. Dans le programme de ce soir, on a jugé utile finalement de vous parler aussi du cancer du sein chez la femme jeune parce que c'est vrai qu'on a vu que le dépistage, notamment le dépistage organisé du cancer du sein, s'adresse essentiellement aux femmes donc à partir de 50 ans et on se pose souvent la question, finalement si on fait ça, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de cancer avant 50 ans ou si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour m'en occuper et prendre soin de ma santé. Donc l'idée c'est de vous présenter quelque chose d'assez court mais d'assez pratique pour savoir connaître la conduite à tenir par rapport à ça lorsqu'on a moins de 50 ans. Donc, alors, est-ce que ça existe? Oui, le cancer du sein chez la femme jeune, ça existe. Mais il faut savoir que ce n'est pas non plus très fréquent. Comme l'a dit ma collègue, c'est vrai que globalement, on en observe assez peu. C'est quand même un cancer qu'on observe à partir de l'âge de la ménopause. On a vu également qu'en Polynésie française, on compte environ 150 nouveaux cas, donc de nouveaux cas de cancer du sein par an. Et parmi ceux-ci, on en a à peu près 10-15% qui sont diagnostiqués avant 40 ans. C'est ce qu'on qualifie en général de cancer du sein chez la femme jeune, c'est avant 40-35 ans. Alors, la cause du cancer du sein chez la femme jeune, c'est pas plus spécifique, on va dire, que le cancer du sein en général. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, Delphine vous a parlé tout à l'heure des facteurs de risque de cancer du sein. Alors évidemment, il y a l'âge, il y a le sexe, mais il faut savoir que le cancer, typiquement, c'est une maladie qu'on qualifie de multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a rarement une cause au cancer, il y a souvent plein de petites causes qui viennent s'accumuler au cours de la vie, puis qui à un moment donné, qui vont aboutir au développement de la maladie. Néanmoins, effectivement, il existe quelques facteurs de risque qui peuvent augmenter son propre risque de développer un cancer un jour, mais comme je viens de le dire, qui ne sont pas spécialement spécifiques de la femme jeune. Avant toute chose, les antécédents familiaux, c'est vrai qu'il existe des facteurs héréditaires de cancer du sein. Ce n'est pas très fréquent, ça explique en général 15% des cancers du sein de la femme jeune, mais lorsqu'ils sont présents, ils augmentent de manière très très significative le risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, et notamment à un âge précoce, c'est-à-dire avant 50, voire avant 40 ans. Et après, il y a une multitude d'autres facteurs de risque qui peuvent venir s'ajouter, que vous a présenté tout à l'heure le docteur Moutet. Je vais pas revenir dessus. Alors, on a vu que le cancer du sein de la femme jeune, effectivement, ça existe, mais c'est relativement rare. La question, c'est quel en est-il en Polynésie française? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Alors, ça tombe bien parce qu'on vient de mener une petite étude là-dessus. On a repris tous les cas de cancer du sein de la femme jeune entre 2015 et 2020. On en a comptabilisé 94. Et quand on superpose en fait ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire un nombre de cas ramenés à la population, on voit qu'on est strictement identique à ce que l'on peut observer, notamment en métropole. Et ça, quelle que soit la classe d'âge. Donc manifestement, certes, nous avons des cancers du sein chez la femme jeune en Polynésie, mais pas plus qu'ailleurs. Alors toujours suite à cette étude, on a un petit peu regardé où est-ce qu'il se situait, quelles étaient les caractéristiques de ces jeunes femmes. Alors je ne vous ai pas mis tous les résultats évidemment de cette étude ce soir, ce n'était pas non plus mon propos. Néanmoins, la première chose en termes purement géographiques, on voit que ces cancers du sein chez la femme jeune se répartissent en fait de manière homogène sur le territoire, en tout cas en cohérence complète avec la répartition que l'on peut observer de la population polynésienne. Il n'y a pas de cluster, c'est-à-dire qu'on n'observe pas de cas groupés de cancer du sein chez la femme jeune à un endroit spécifiquement, sachant qu'évidemment, on est quand même néanmoins sur des tout petits effectifs.
Ensuite, ces jeunes femmes, elles se sont toutes présentées parce qu'effectivement, elles avaient un symptôme et notamment plus de 80% d'entre elles, c'était lié à un petit nodule, une petite grosseur dans le sein qu'elles avaient senti. Un point très important, où je vais rebondir vraiment sur ce qu'ont dit mes collègues et ce dont vous parlera Lucille après moi, c'est que ce que l'on a observé, c'est que le délai entre les premiers symptômes, c'est-à-dire lorsqu'elles ont commencé à sentir cette petite grosseur, et le moment où elles ont consulté, en moyenne, en médiane, c'était environ 4 mois après les premiers symptômes. Et ce délai, il est très élevé comparé à d'autres pays. Alors quand on regarde un petit peu, notamment par exemple aux États-Unis, une étude montrait que le délai était de 14 jours. Donc on voit que là, clairement, ces jeunes femmes consultent très tard. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Alors quand on regarde une fois de plus ce qui est fait un petit peu autour de nous, on se rend compte déjà qu'il y a l'âge qui joue. Souvent les jeunes femmes, elles sont jeunes, alors elles se disent j'ai une petite boule dans le sein, le cancer du sein c'est plus tardif. Donc elles ne sont pas forcément sensibilisées. Alors c'est vrai que la plupart du temps c'est rien, mais ça peut quand même être un cancer, donc il faut quand même rester vigilante. Après il y a beaucoup d'autres facteurs, notamment des facteurs culturels, et ça c'est ce dont va vous parler Lucille, et c'est pour ça que c'est très important, notamment d'un point de vue qualitatif, d'arriver à mener en fait des études sur le territoire pour essayer de comprendre en fait pourquoi les femmes tardent à consulter, pour derrière essayer de modifier un peu les choses. Alors pourquoi c'est important ? On vient de le dire, c'est que globalement, plus on consulte tard, moins bon est le pronostic, et plus on attend, plus on a une perte de chance. On a regardé par rapport toujours à notre étude, entre les femmes qui avaient consulté rapidement et celles qui avaient consulté beaucoup plus tardivement, il y avait une vraie différence à 3 puis à 5 ans, non seulement en termes de récidive de leur maladie, mais également effectivement en termes de survie. Alors pour vous donner quelques chiffres, à 3 ans, on était sur 95% de survie pour celles qui avaient consulté rapidement, on descendait à 85% pour celles qui avaient attendu, et à 5 ans, on baissait même encore à 60% pour celles qui avaient attendu, alors même qu'on n'avait pas modifié les choses pour les autres. Bon, une fois de plus, c'est une étude où on a vraiment de petits effectifs, donc qui demandent à être un peu consolidés, mais néanmoins, c'est quand même des données qui sont en tout cas cohérentes. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas de dépistage systématique avant 50 ans, ou en tout cas chez la femme jeune, comme on peut le proposer à partir de 50 ans. C'est vrai que c'est des questions qu'on entend parfois. Alors tout simplement, non, c'est pas tout simple, justement, c'est assez complexe, mais néanmoins, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques suffisamment importantes qui démontrent finalement l'efficacité du dépistage chez les femmes avant 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, même si le cancer existe, c'est vrai que c'est un cancer avant 50 ans qui reste quand même relativement rare, ça c'est une première chose. Prisca l'a dit, les seins sont plus denses, ils sont plus difficiles à analyser à la mammographie et ils sont aussi plus sensibles aux rayons qui sont générés par la mammographie. Et donc en définitive, aujourd'hui, on estime que si on déployait un dépistage systématique pour toutes les femmes, il y aurait plus d'inconvénients que de bénéfices à mettre en place ce dépistage systématique avant 50 ans. Alors, en définitive, très bien, je ne peux pas aller me faire dépister. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai moins de 50 ans, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi ? Eh bien, Delphine l'a dit, on consulte chez un professionnel de santé, donc gynécologue, ça peut être éventuellement un généraliste qui fait beaucoup de gynéco, ou ça peut être une sage-femme. En tout cas, il faut un professionnel de santé qui soit habitué à réaliser donc, des palpations mammaires et au passage, évidemment, comme toute femme, faire un examen gynécologique complet, parce que là, c'est effectivement le cancer du sein qui nous intéresse, néanmoins, effectivement, la santé de la femme va au-delà. Donc ça, c'est la première chose. À partir de 25 ans, consultation annuelle chez un professionnel de santé. Ok, mais si j'ai une histoire familiale de cancer du sein, je vais bien, je suis jeune, mais je suis quand même très inquiète parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de cancers dans ma famille et notamment beaucoup de cancers du sein. Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut exister des facteurs héréditaires de cancer du sein, des facteurs de prédisposition au cancer du sein qui peuvent favoriser, donc déjà qui
qui vont augmenter de manière importante le risque de cancer du sein et qui plus est, peuvent favoriser l'apparition du cancer de manière beaucoup plus précoce et donc pour le coup avant 50 ans. Donc effectivement, dans ces cas-là, on peut bénéficier d'une consultation dédiée qui va évaluer l'histoire familiale. Donc effectivement, au cours de cette consultation, on va un petit peu discuter, regarder quelles sont l'histoire de cancer que vous avez dans votre famille. On va dessiner un arbre, comme vous pouvez le voir ici, un arbre généalogique. On va prendre tous les cancers, sachant qu'on ne met pas tout avec tout, il n'existe pas de prédisposition qui favorise le cancer en général, mais dans le cadre du cancer du sein, c'est effectivement très souvent des cancers du sein associés à des cancers de l'ovaire. Et puis, en fonction de cette histoire familiale, on pourra effectivement aller rechercher une prédisposition héréditaire au cancer du sein. Et à l'issue de cette démarche, en fonction du fait que ça soit positif, négatif, eh bien, on pourra décider néanmoins de mettre en place un dépistage précoce avant 50 ans. Et l'âge de début et les modalités de suivi peuvent varier. Prisca vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut être la mammographie plus l'IRM mammaire, ça peut être juste la mammographie qu'on va commencer à 40 ans, qu'on fera tous les ans. Voilà, ça varie un petit peu. Après, néanmoins, ce contexte-là, on se base uniquement sur l'histoire familiale et effectivement, je pense que dans les années qui viennent, ça va vraiment être une consultation personnalisée. On va essayer de ne pas voir que forcément les femmes qui ont une histoire familiale, mais toutes celles qui le souhaiteront pour essayer d'évaluer un niveau de risque individuel qui ne sera pas uniquement basé sur l'âge. Ça, c'est les études qui sont en cours, qu'on vient de voir également. Alors, en 1, donc si je récapitule, en 1, palpation mammaire. En 2, j'ai beaucoup de cancers dans ma famille, je peux consulter pour évaluer et voir éventuellement pour pouvoir débuter un dépistage plus précoce. Et puis surtout, évidemment, si j'observe une modification de mon sein, avec toute la panoplie de symptômes que vous a présenté Delphine, eh bien, je n'attends pas, je consulte de suite. 1, il y a de grandes chances pour que cela soit bénin, mais je n'attends pas. On l'a vu, le pronostic de la maladie n'en sera que meilleur. Et les traitements seront également simplifiés. Alors, si on se résume, le cancer du sein chez la femme jeune existe, mais il n'est pas très fréquent. Il n'existe donc pas de dépistage systématique pour les femmes qui ont moins de 50 ans parce qu'une telle démarche, en effet, n'a pas fait la preuve de son efficacité. On y trouve plus d'inconvénients que d'avantages. Et s'il y a un message ou 3 messages à retenir, si j'ai moins de 50 ans, je consulte tous les ans un professionnel. J'ai une histoire familiale de cancer, eh bien, je peux consulter en oncogénétique pour évaluer et adapter ma situation. Et bien évidemment, si je remarque une modification au niveau de mon sein, je n'attends pas et je cours consulter un spécialiste. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Delphine. Donc, Lucille. Je suis les docteurs en médecine générale et spécialisée en médecine d'urgence. Elle est anthropologue et elle fait actuellement une étude sur le cancer du sein en Polynésie française et retard diagnostique à la prise en charge, déterminant et vécu du soin. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Lucille Chauveau, et effectivement, je suis médecin et je suis affiliée à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique pour cette recherche sur le cancer du sein. Alors, moi, je prends plutôt le parti anthropologique, parce que dans le questionnement du cancer du sein en Polynésie française se trouve la problématique de la prise en charge tardive. Le but, en fait, c'est de comprendre ce qui mène les femmes à se faire prendre en charge tardivement. Alors, il y a l'histoire de la mammographie. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire sa mammographie alors que c'est pris en charge, alors que c'est gratuit entre 50 et 74 ans? Mais il y a aussi chez les femmes jeunes, comme le disait Delphine, pourquoi quand j'ai un symptôme, pourquoi quand j'ai une masse, pourquoi quand j'ai un ganglion sous le bras, je tarde à consulter? Enfin, et on en discutait avec Delphine Moutet aussi, pourquoi est-ce que lorsqu'on fait le diagnostic du cancer, qu'on annonce que c'est un cancer, on perd de vue les femmes, parfois pendant 6 mois, parfois pendant 7 mois, et qui reviennent ensuite dans un second temps pour initier des chimiothérapies ou de la chirurgie. Alors, pour comprendre, en fait, moi, c'est un travail qui est purement qualitatif, ce que je fais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres. C'est uniquement de rencontrer des femmes qui sont patientes, des femmes qui ne sont pas atteintes aussi,
Et on discute autour de thèmes bien définis, qu'on a définis en amont par rapport aux expériences de terrain. Moi, je suis médecin généraliste, j'ai travaillé dans les îles, j'ai travaillé à Maio, à Wainea, Moorea. J'ai fait de la recherche en anthropologie médicale aussi dans les Marquises, notamment sur le vécu du soin, mais chez les personnes âgées. Et je leur demandais, mais c'est quoi pour toi être en bonne santé, par exemple? Parce que finalement, les mots qu'on utilise, les craintes qu'on va avoir, ce n'est pas toujours les mêmes. Donc moi, ce qui m'intéressait, je fais une petite aparté juste sur mon travail précédent parce que ça fait sens pour moi. Quand on demandait c'est quoi pour toi être en bonne santé, les Matayapo, ils me répondaient systématiquement c'est quand je peux travailler. C'est quand je peux aller à l'église et que je peux travailler. Parce que finalement, quand je ne peux pas faire ça, c'est que je suis dépendant. Donc c'est un statut, quand je suis en bonne santé, c'est que j'ai ce statut-là de pouvoir travailler, de pouvoir prendre part à la communauté. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des maladies qui sont évolutives à bas bruit? Si je peux quand même travailler, je ne suis pas vraiment malade. Pareil pour le diabète, pareil pour toutes ces choses-là. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne en termes de mots sur pourquoi est-ce que certaines choses passent à la trappe. Alors, pour comprendre, dans ce cas-là, on va aborder la féminité, on va aborder les croyances, on va aborder avec les femmes les craintes, leurs expériences, les expériences dont elles ont entendu parler aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de on-dit. Et c'est tout ça qu'on va prendre en compte pour ce sujet du cancer du sein chez la femme. Alors, le genre de résultats qu'on va avoir, comme je vous disais, ça ne va pas être des chiffres. Pour l'instant, l'étude, elle est en cours, donc il y a quelques entretiens qui ont été faits. Je ne vais pas vous donner des conclusions, c'est juste pour vous donner une idée. Souvent, par exemple, elles vont me parler du rôle du médecin traitant. Ça, pourquoi pour moi est-ce que c'est intéressant? Parce que du coup, je vais pouvoir me dire, mais ça veut dire qu'il va falloir que ces médecins traitants, ils soient plus formés, à savoir que finalement, ils vont être le premier relais, par exemple. Parce que souvent, elles m'ont dit, c'est lui en fait qui m'a dit que c'était gratuit. Dans ce cas-là, il faut qu'on aille dire au médecin traitant, donnez plus d'informations, dites plus que c'est gratuit, dites plus qu'il faut qu'elle le fasse. Voilà, c'est plus pour adapter la communication que cette étude est faite en fait. Et pas seulement. Parce que nous, on a nos discours de soignants, on a les thérapeutiques, on a les choses pour faire le diagnostic. Ce qui est entre guillemets, c'est des phrases de patientes. Mais qu'est-ce qu'on entend des autres personnes autour de nous, qui ont aussi un impact, parce que ça peut être des sœurs, ça peut être des tantes, ça peut être des amis proches. Et ça, c'est des choses que j'entends, où on dit à des femmes, par exemple, à qui on a annoncé un cancer, on leur dit, mais tu vas jamais la supporter, la chimiothérapie, mais ça fait mourir la chimiothérapie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui décident finalement de rentrer dans la prise en charge du cancer qu'on leur propose, avec chimiothérapie, mastectomie, par exemple, et qui le font à contre de tout ce qu'elles entendent chez elles. Et quand elles reviennent et qu'elles n'ont plus de cheveux, on leur dit, mais tu vois, si tu avais fait autre chose, tu les aurais encore, tes cheveux. Donc ça, c'est des choses... Alors pourquoi c'est intéressant? C'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit ou pour dire que qui que ce soit a tort ou quoi. C'est pas... Là, moi, ce que ça me fait me dire, c'est, tiens, il faut qu'on communique mieux. Parce que finalement, ces patientes, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles me disent, en fait, Toté, la chimiothérapie, c'était dur, mais c'était pas si pire. En fait, ça allait par rapport à tout ce qu'on m'avait dit avant. Donc, c'est plein de petites choses. Le but, c'est de discuter avec le plus de femmes possible, de voir les concepts qui remontent, qui reviennent fréquemment. Parce qu'à partir de là, on peut dire, voilà, il y a ça, il faut qu'on bosse là-dessus. Et surtout, on peut s'appuyer sur des comportements de santé qui existent déjà. On a tous, partout, alors effectivement, oui, c'est lié à la culture aussi, mais ça peut être partout, des comportements qu'on va avoir, de l'activité physique, comme on en parlait, dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut qu'on promeuve. Ce que je veux dire, c'est que même dans le cadre du dépistage, il y a des leviers qui sont là et qu'on peut utiliser. Et ces choses-là, on les voit à travers les entretiens. Je voulais ensuite vous parler d'une dernière petite chose, c'est juste connaissance versus comportement. Et ça, c'est pour nous tous, parce que là, on se pose la question du dépistage et de la mammographie. Et je veux juste attirer un peu votre attention sur le fait que donner des connaissances, ce n'est pas forcément faire changer les comportements. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées dans beaucoup d'études et qu'on a ici. J'avais une patiente, elle me disait, mais tu sais, Toté, pourtant, je regardais tout le temps les émissions sur le cancer du sein. Je regardais tout le temps parce que ça m'intéressait, donc je savais tout ça. Eh bien, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à aller me faire dépister. Parce qu'en fait, on sait que changer les connaissances, c'est pas pour autant qu'on va faire changer les comportements. Alors bien sûr, il faut donner des informations, il faut communiquer et donner des informations. Mais il faut qu'on aille plus loin dans ce qu'on propose, dans la mesure où c'est comme
je pense que toutes les personnes qui sont en surpoids savent qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Oui, mais ensuite, ils peuvent vous dire, bah oui, mais je sais qu'il ne faut pas que je mange trop salé, trop sucré. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais comme comportement? Comment est-ce que je modifie un comportement? Comment est-ce que je pousse les femmes à aller faire systématiquement leur mammographie? Comment est-ce que je leur fais changer d'habitude pour se dire, bah, quand j'ai quelque chose, tiens, je consulte. Voilà, donc c'est plus là-dessus que je voulais juste retenir votre attention parce que je trouve ça intéressant et qu'il y a plein de jolies choses à faire. Je suis très très contente d'être intervenue avec vous toutes, du coup, parce qu'on est beaucoup de femmes. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Donc maintenant, j'appelle Madame Anne Pernaud pour le témoignage, son vécu. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Anne Perrault, je suis une survivante du cancer du sein et je suis également présidente de l'association Amazon Pacifique, dont on parlera tout à l'heure. Donc moi, c'est un peu... Je ne rentre pas trop dans les cases qui ont été dites, en fait, parce qu'en fait, moi, j'avais une gynéco qui a 45 ans. J'avais 45 ans. À la palpation, il n'y avait rien. Je n'ai pas d'antécédents familiaux. Je ne suis pas obèse, je suis sportive, j'étais en bonne santé, j'ai une bonne hygiène de vie. Et elle m'a dit, moi j'aime bien, à 45 ans, faire une mammographie. Comme ça, après, tu es tranquille jusqu'à 50 ans. Donc moi, ma première question, ça a été, t'as senti quelque chose? Non, il n'y a rien, mais j'aime bien avoir une mammographie à 45 ans. Alors, je vous avoue que j'ai hésité. J'ai hésité parce que je me suis dit, elle n'a rien senti, je n'ai pas de cas dans ma famille, je suis en bonne santé, je n'ai pas de facteur de risque particulier. Bon, j'ai quand même pris rendez-vous. Hein, je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance, j'ai quand même pris rendez-vous. Et j'ai bien fait, parce que j'y suis allée tranquille, hein, la fleur au fusil. Et sur la mammographie, Toté me dit, il y a une image suspecte. J'aime pas ce que je vois, donc on va faire une échographie. Donc là déjà, je me suis liquéfiée sur place, hein, parce que quand on s'y attend pas, c'est quand même très, très dur. Et donc il m'a fait une échographie, et cette échographie, elle a duré très 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 longtemps, mais c'était interminable. Et je me suis dit, super, il ne trouve rien, il n'y a rien. Et tout d'un coup, il m'a dit, ah, ça y est, j'ai trouvé. Et là, je lui ai dit, Toté, il faut rien me cacher. Et donc, sur les indices, là, je sais plus, ARC, c'est ça, de 1 à 5, moi j'étais à 5. Pour lui, j'étais à 5. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Sans faire de biopsie, avec son expérience, il m'a dit, je suis quasiment sûre que tu as un cancer du sein. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Il y a eu un arrêt sur image dans ma vie. Ça a été terrible comme annonce. Et donc, on m'a découvert, donc j'avais 2 carcinomes, donc 2 nodules dans le sein, tout petits. Donc de 12 et 15 mm, donc c'était vraiment tout petit. La chirurgienne qui m'a opérée au CHPF, qui était celle avant Delphine, m'a dit, mais moi-même à la palpation, si je n'ai pas les clichés, je ne peux pas le sentir. Donc étant donné le type de cancer et le fait que ces 2 nodules soient sur 2 cadrans du sein différents, elle a été obligée de me faire une mastectomie. Donc ça a été aussi très dur. Faire le deuil d'un sein, pour une femme, c'est compliqué. Je pensais pas, enfin, je m'y attendais pas, donc je ne pouvais pas savoir. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que c'est un attribut de notre féminité. Et
perdre un sein, je bats de mots, parce que d'ailleurs, j'ai un peu d'émotion, même si ça fait déjà presque 7 ans. On ne s'imagine pas comment on va vivre avec un seul sein, comment on va se montrer aux gens avec un seul sein, comment on va vivre notre sexualité aussi avec un seul sein. Que va dire le partenaire? Comment va réagir le partenaire? Donc c'est des tas de questions qu'on se pose, mais c'est obligatoire pour moi de passer par cette étape. Donc j'ai subi une mastectomie avec curage axillaire complet, suivi de la chimiothérapie, parcours classique, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, que j'ai terminée il n'y a pas très très longtemps. Et aujourd'hui, ça fait donc 7 ans, puisque ça m'a été diagnostiqué au mois d'octobre 2014, donc ça fait 7 ans. Et je me dis, j'ai bien fait d'y aller, même si ce que j'ai vécu après était difficile, mais si j'avais attendu 5 ans, la tumeur aurait grossi, et j'aurais été à un stade beaucoup plus avancé. Et malgré la mastectomie, et malgré les traitements, et malgré tout le parcours, aujourd'hui je suis en rémission, ça fait 7 ans. Toutes les images, les dernières images que j'ai faites l'année dernière avec Prisca sont bonnes, l'autre sein n'a rien, tout va bien. Donc c'est vrai que j'encourage, moi, les femmes à aller faire leur radio-titi, puisque au plus le cancer est détecté tôt, plus on a de chances de survivre, et la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc voilà, aussi, ça m'a permis de changer mon regard sur la vie, sur les choses. Je vis beaucoup plus dans l'instant présent, et je profite de la vie, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Voilà. On peut peut-être éteindre. Emprunter l'eau. On peut éventuellement. Merci Anne. Donc je te propose. Tu veux t'asseoir peut-être, ce sera. Donc là, on va faire une petite interview sur l'association qu'a montée Anne, qui s'appelle Amazon. Donc je vais te poser quelques petites questions si tu veux bien. Donc depuis quand existe ton association sur le territoire qui s'appelle Amazon? Alors là, tout le monde m'entend? Pardon. Donc l'association Amazon Pacifique a été créée en mars 2018, ici sur le territoire polynésien. C'est un concept qui nous vient de la Martinique. C'est un concept ultramarin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations Amazon, il y en a à la Martinique, donc ici en Polynésie française, à La Réunion et en Guadeloupe. Amazon va se monter en fédération pour couvrir Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et tous les territoires d'outre-mer qui souffrent d'un manque d'associations dans la prise en charge des femmes pendant et après les traitements. Merci. Et quelles sont les missions de ton association? Alors nous, on offre un accompagnement aux femmes pendant et après les traitements. L'objectif de l'association, c'est vraiment d'offrir un accompagnement hors hôpital de qualité. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de parler déjà de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent, et aussi de les accompagner pour leur permettre de reprendre confiance en elles, de retrouver leur féminité et qu'elles reprennent leur place dans la société. Merci. Quelles sont les actions que vous réalisez?
Alors, on a des groupes de parole, tous les mois on se réunit, et puis on discute, il peut y avoir des thématiques. Et on leur propose aussi ce qu'on appelle des soins de support. Donc un soin de support, c'est une action qui va amener un bien-être physique ou psychologique à la personne. Donc depuis janvier 2020, tous les mois, elles reçoivent sous forme de newsletter tout un programme pour le mois avec des soins de support. Alors ça va du yoga à la méditation, au maquillage, aux soins des ongles, mais aussi au ukulélé, à l'art-thérapie, à la poterie. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Alors l'objectif de ces ateliers, c'est déjà de les faire sortir de chez elles. Parce qu'on a remarqué qu'ici en Polynésie française, les femmes, elles ont tendance à s'enfermer, à se cacher. Ça fait honte. De discuter avec d'autres Amazones, parce que qui mieux qu'une Amazone pour comprendre une autre Amazone, de voir qu'elles ne sont pas seules, et justement de leur permettre de retrouver leur confiance en elles, de retrouver leur féminité et de reprendre goût à la vie. Merveilleux, merci. Est-ce que tu envisages d'autres projets pour cette association? Alors, on vient d'ouvrir donc Phare et Amazone, donc qui est la première maison participative dédiée aux femmes touchées par le cancer. Ici, on parle du cancer du sein, mais nous, en fait, c'est toutes les femmes touchées par le cancer. Bon, majoritairement, ce sont des femmes qui ont le cancer du sein, mais on a aussi d'autres pathologies. Donc, ce lieu est un lieu de rassemblement, est un lieu où se passent les activités, où elles peuvent venir, discuter, prendre un café, lire un bouquin, enfin, voilà, se donner rendez-vous. Donc ça, c'est donc les prochains projets. Le grand projet, c'est de développer ce phare et puis de continuer nos actions et j'espère aller dans les îles, pouvoir ouvrir des antennes dans les îles. Oui, excellente idée. Merci pour tous ces projets. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anne? Non, si parmi vous, il y a des femmes touchées par le cancer qui connaissent pas l'association, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai vu qu'il y avait des flyers. Il y a des flyers qui sont disposés en haut, voilà. Qui sont en haut quelque part. N'hésitez pas à nous rejoindre, on rigole beaucoup, voilà, il y a une légèreté quand même dans l'association et il y a de belles amitiés qui se créent et de très beaux soutiens. Super, merci beaucoup Anne. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Natacha, elle, donc la présidente de la Ligue contre le cancer, qui va dans un premier temps nous faire une petite présentation. Et ensuite, il y aura le docteur Cato, qui fait partie également, qui est vice-président de la Ligue contre le cancer, qui nous présentera, je crois, 2 ou 3 diapos. Et ensuite, on fera une petite interview, comme on vient de le faire avec Anne. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Elme Natacha, je suis présidente de la Ligue contre le cancer depuis 2 ans maintenant, mais membre de l'association depuis 3 ans. Alors, juste pour situer un peu la Ligue contre le cancer par rapport au comité polynésien, la Ligue nationale, c'est une association qui existe depuis quand même plus de 103 ans maintenant, elle est née en 1918. Donc une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général et qui va reposer essentiellement sur la générosité du public et sur l'engagement de bénévoles, puisque c'est une association composée, en tout cas en Polynésie, essentiellement de bénévoles. Donc elle va venir répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Donc en octobre, on va parler du cancer du sein. Elle est composée de plus de 100 comités aujourd'hui, donc répartis sur le territoire, donc en France, dans les Outre-mer. Et en Polynésie, nous avons la chance d'avoir un comité aussi. Alors, ses missions principales, la première, bien sûr, c'est la recherche, puisque la Ligue nationale est le premier financeur de la recherche en cancérologie. Mais il y a aussi une mission essentielle, et c'est celle pour laquelle on va attacher beaucoup d'importance, c'est la prévention. L'information, la sensibilisation et la prévention pour lutter efficacement contre le cancer.
Une autre mission qui n'est pas des moindres, c'est l'accompagnement. Comme pour toute association, c'est réellement l'accompagnement des malades, mais aussi l'accompagnement des familles, parce qu'on oublie aussi beaucoup que la maladie va toucher une personne, mais la famille aussi va traverser des moments difficiles. Et donc, on va pouvoir mettre à disposition, par exemple, un psychologue, si besoin, pour la patiente et éventuellement pour les membres de la famille. On va accompagner aussi de manière financière, parce qu'on sait que ça engage des frais, même si je pense que nous avons un système de protection sociale qui est bien, mais il y a toujours encore des petits loupés. Et donc, la Ligue est souvent... la CPS va faire appel à la Ligue très souvent pour des EVASAN, lorsqu'on va juger qu'une famille est réellement dans un besoin et que le soutien de la CPS ne suffit pas, pourtant il est présent. La Ligue va venir apporter son soutien financier, donc c'est à peu près 500 € par patient qui va nous être envoyé par la CPS. Ensuite, on a d'autres formes d'accompagnement que vous verrez plus tard. Et la dernière mission, et qui n'est pas la plus facile, c'est de mobiliser la société. Donc, changer les mentalités, on le voit sur les plusieurs exposés qui ont été faits, il y a aussi un problème de mentalité à changer face à la maladie. Et ensuite, il y a ce rôle que nous avons, qui est celui d'aller aussi défendre l'intérêt des patients vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que ça, c'est un autre rôle, et pareil, qui n'est pas facile, ce n'est pas une mission facile. Donc, en Polynésie, notre comité a été créé en 2006. Nous avons notre siège social à Pirée, donc sur l'hôpital du Taoné, essentiellement composé de bénévoles. Donc là, c'est quelques actions. Vous avez notre ancienne présidente qui a dirigé le comité depuis sa création jusqu'en 2019. Un gros travail qu'elle a effectué avec tous ses bénévoles. Donc ça, c'était notre dernière mission il y a 2 ans à Rikitea, où nous avons fait la ville principale, mais aussi les vallées. Ensuite, vous avez des photos d'Octobre Rose. C'était le dernier octobre qu'on a pu organiser à l'hôpital. Depuis la Covid, ça ne se fait plus et je pense que ça ne se fera plus parce que voilà, c'est pas forcément... l'hôpital a d'autres missions et ce n'est plus vraiment dans le programme de l'hôpital. Les actions que l'on va mettre en place reposent vraiment sur le don des personnes. Par exemple, en radiothérapie, c'est la photo du haut, vous avez des bénévoles, vous avez les membres du bureau, vous avez les médecins en radiothérapie, mais vous avez surtout des membres du lycée professionnel de FAA avec qui nous avons un partenariat depuis 4 ans et qui nous aident. Et en mars 2020, grâce à ces élèves, donc ce sont des élèves qui s'investissent, c'est plus de 1400 masques qui ont été confectionnés, des masques en tissu et distribués à ces patients. C'est aussi des bouteilles de gel, donc grâce à une entreprise du territoire qui a pu nous fournir 500 petites bouteilles de gel. Donc on était en plein début du Covid et on a pu distribuer aux patients aussi qui venaient en radiothérapie ou en chimio ou même en oncologie. Plus bas, vous avez une photo où, parce que l'information et la sensibilisation est importante, c'est une intervention que nous avons faite dans la commune de Paea l'année dernière. Les communes s'associent beaucoup au mouvement, de plus en plus, sont demandeurs, donc nous intervenons beaucoup auprès du personnel. Et Paea, l'année dernière, a voulu sensibiliser son personnel. Donc nous avons fait tous les services communaux, et là c'est une photo au parc matériel, donc essentiellement des hommes, mais on y est allé, et les échanges ont été bénéfiques, parce qu'on s'est rendu compte que la maladie du cancer était présente, mais surtout qu'il y avait une méconnaissance totale et surtout une peur de la maladie. Donc on a pu discuter avec eux, avec ces hommes, et les encourager et pour certains les féliciter, parce qu'il y en a quand même qui sont forts face à cette maladie et qui accompagnent les femmes lorsqu'elles ont un cancer du sein. Ensuite, tout en haut, la grande photo, c'était de la semaine dernière. Nous intervenons beaucoup dans les lycées. Ça, nous avons souhaité ajuster notre méthode de sensibilisation et depuis l'année dernière, nous intervenons dans les lycées professionnels. Là, c'est encore à FAA. Et là, on va
puisqu'on sait que le cancer du sein, son facteur de risque premier, c'est l'âge, hein, il va se développer plus à partir de 50 ans. Mais comme on sait aussi qu'il y en a quand même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a qui risquent de le développer avant 50 ans, et bien nous, on va beaucoup parler de l'autopalpation. Donc, on se déplace avec un buste qui représente très, très bien les seins. Et avec ces jeunes, déjà, on va leur parler de l'importance de prendre soin de leur santé. On va communiquer avec eux sur les facteurs de risque, exactement comme ce qui nous a été exposé, le mode de vie, bien sûr l'âge, mais aussi une forme d'hérédité qui peut être présente. Mais ensuite, on va aller sur le moyen de dépistage à leur portée. Donc à 25 ans, elles vont pouvoir faire l'autopalpation et avec elles, on va leur apprendre à identifier les premiers symptômes visibles à l'œil nu. Donc ce sont les symptômes cités, la forme du sein qui change, l'effet peau d'orange, le mamelon qui se rétracte, l'écoulement anormal. Donc on va le faire avec eux et ensuite on va les initier à l'autopalpation sur ce buste mobile voilà, que je déplace de classe en classe. Et c'est un atelier qui intéresse parce que pour faire prendre conscience aux jeunes déjà que c'est ça la sensation d'une boule sous les doigts, on peut avoir des réactions surprenantes. Par contre, cette année, c'est la deuxième année que j'interviens au lycée de FAA et j'en ai parlé au proviseur. Moi, ce qui m'alerte, c'est leur mode de vie. À part l'obésité, de plus en plus jeunes, ils se mettent à fumer. J'en vois dès que j'arrive à 7 heures du matin. De plus en plus de jeunes filles et surtout, et cette année encore plus, j'ai été étonnée et j'en ai parlé au proviseur. J'ai eu, dans toutes les classes que j'ai faites, je faisais 8 heures par jour. Du lundi au vendredi, voilà, ça fait à peu près 40 heures, donc j'ai vu 40 classes. Dans toutes les classes, il y en avait au moins un ou deux à 9 heures du matin qui étaient déjà sous l'effet du PACA. Là, ça m'a fait réellement peur. Sous l'effet du PACA, autant de filles que de garçons. Donc, j'essaie d'aborder ce sujet aussi avec eux, de leur parler de ces risques qu'ils se mettent en plus, hein, vraiment qu'ils s'ajoutent ce risque à développer, à part le cancer du sein, à développer d'autres maladies graves. Donc, on en parle et je pense que c'est une approche qui n'est pas négligeable. Et en tout cas, on espère qu'on ne se trompe pas et on essaye de continuer cette action. Donc là, c'était en juin, donc nous avons pu nous rendre avec Patricia Grand à Paris, où nous avons visité les lieux d'hébergement, nous avons visité quelques hôpitaux, mais surtout les patients nous ont fait part des quelques soucis qu'ils peuvent encore rencontrer à Paris en 2021. Donc je reste encore là étonnée, et ça c'est notre rôle aussi de faire remonter l'information au pouvoir public, du moins à nos dirigeants. Parce qu'il y a certains problèmes qui existaient il y a 15 ans et qui existent encore aujourd'hui. Et ça, c'est juste pas normal que nos Polynésiens ne puissent pas avoir accès aux soins plus facilement, simplement parce qu'ils sont Polynésiens. Donc on est classés en France comme des étrangers. Et ça, c'est un réel problème parce que ça va venir freiner ou compliquer des démarches quant à la prise en charge ou autres besoins du patient, ne serait-ce que sur son hébergement, ou voilà, des petits détails, mais qui viennent compliquer leur séjour en France. Donc, notre tournée dans les hôpitaux et les lieux d'hébergement nous ont permis d'identifier encore ces problèmes. Nous en avons fait part et en tout cas, nous espérons que d'ici quelques années, on tente au moins d'en discuter et de trouver la solution pour permettre à nos Polynésiens qui partent en France de se faire soigner de manière plus convenable. Voilà. Alors ça, c'est le flyer que nous avons sorti l'année dernière déjà, qui va résumer en gros la nécessité du dépistage, à partir de quel âge, et surtout rappeler que la mammographie est gratuite à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans tous les 2 ans. On en parle depuis des années, à la radio, à la télé, avec les interventions, mais sachez que tous les soirs, quand je rentre et que j'ouvre ma boîte Messenger, j'ai encore toujours les mêmes questions. C'est gratuit la mammographie?
des fois, je me dis, je ne sais pas ce que je fais de ma journée. J'ai l'impression que le message ne passe pas. Voilà. Donc, il y a réellement un changement de, je sais pas, de mentalité à opérer, ou peut-être que le message, on n'a pas la bonne approche sur l'information. Je ne sais pas. Même moi, j'essaie d'évaluer un peu comment on peut faire évoluer l'information. Comme je disais, on a du mal à venir à l'information. Il faut que ce soit l'information qui vienne à nous. Et même quand elle vient à nous, à la radio et à la télé, on ne l'entend pas forcément. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais. Et voilà, c'est rappeler que la Ligue contre le cancer fonctionne avec essentiellement des bénévoles, que nous fonctionnons surtout grâce aux personnes, aux privés, aux entreprises privées qui jouent beaucoup le jeu, aux communes de plus en plus, bien sûr au pays, et que nous souhaitons et nous sollicitons encore des dons, et surtout toute l'année nous avons besoin des dons, mais surtout de bénévoles, parce que nous n'avons pas forcément beaucoup de bénévoles. Pour ceux qui prennent le temps, très souvent ce sont les personnes à la retraite, mais ça demande beaucoup d'engagement, et on bouge énormément, il faut se déplacer de commune en commune, de ville en ville, d'île en île. Et voilà, donc on fait appel à tous. À la fin du mois, on se déplacera sur Nukuhiva et Uapo, parce que là aussi, nous avons une demande de ces femmes aux marquises et qui doivent récolter des fonds tous les ans pour permettre à celles qui le souhaitent de Uapo à venir sur Nukuhiva pour faire une mammographie. Donc là aussi, lorsque je m'adresse aux femmes sur Tahiti, je leur dis, alors si vous saviez combien ça coûte pour une femme de Uapo à Nukuhiva pour venir faire sa mammo, chez vous, c'est maximum 1 heure en voiture ou en bus. Et bien même ça, on ne va pas le faire. Donc voilà, on est vraiment, des fois, on ne sait plus comment leur dire, mais en allant à Uapo, où j'espère vraiment que les femmes de Tahiti prendront conscience de la chance qu'elles ont d'avoir tout à portée de main et de pouvoir tout faire facilement. Mais encore faut-il qu'elles le veuillent. Voilà. En tout cas, merci. Voilà, c'était ma petite intervention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dépistant le cancer du sein. En Polynésie, seulement 6 cancers du sein sur 10 sont guéris, car par peur du cancer, seulement 3 femmes sur 10 se font dépister. Vous avez plus de 25 ans, une fois par mois, après les règles et tout au long de votre vie, palpez-vous les 2 seins avec le bout des doigts. Si vous sentez une petite boule très dure qui ne fait pas mal, allez voir votre taoté. Vous avez plus de 50 ans, faites une mammographie tous les 2 ans. Elle est gratuite et pas besoin d'ordonnance. Il vous suffit de téléphoner à l'hôpital, à une clinique ou un radiologue, de dire votre âge et de demander une mammographie. Découvert petit grâce au dépistage, la plupart des cancers sont aujourd'hui guéris. Alors n'ayez pas peur de vous faire dépister. La lutte contre le cancer se fait grâce au soutien de nos partenaires et grâce à vos dons par chèque ou par virement. Alors merci à vous. Plus d'infos sur ligue-cancer.net. Sein, poumon, prostate, thyroïde. Un homme sur 2 et une femme sur 3 se verra diagnostiquer un cancer au cours de sa vie. Mais aujourd'hui, le cancer n'est plus une fatalité. Les progrès actuels de la médecine permettent de guérir la plupart des cancers s'ils sont diagnostiqués à temps. Près de 8 cancers sur 10 détectés à un stade précoce sont guéris. Et un cancer détecté tôt, c'est moins de souffrance et moins de séquelles. Il est légitime d'avoir peur du cancer, mais pas de rester sans rien faire. Une toux suspecte, une boule au sein ou autre chose d'anormal, allez consulter votre médecin de famille. Homme ou femme, vous avez plus de 50 ans, faites-vous dépister. Un cancer pris à temps est presque toujours guéri. La lutte contre le cancer se fait grâce au soutien de nos partenaires et grâce à vos dons par chèque ou par virement. Alors merci à vous. Plus d'infos sur ligue-cancer.net. Viens là, toi, viens là. Viens là. Viens là. Je vais essayer de parler sans micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Comme vous l'avez vu, les médecins vous ont exposé la thématique du cancer du sein. Qu'est-ce qui caractérise le cancer du sein? On peut le diagnostiquer facilement
Et aujourd'hui, on peut en guérir 9 sur 10 si on fait du dépistage. Notre rôle à nous depuis 1918, c'est de essentiellement pousser vers les médecins les malades qui en ont besoin. Parlons du cancer du sein. Ce qu'on vient de vous montrer là, ce sont deux petites vidéos que l'on utilise fréquemment pour motiver les gens pour aller se faire dépister. Est-ce que c'est suffisant? Mais non, parce que, à notre grande surprise, eh bien, on a beau faire des tas d'efforts, je vous donne le chiffre officiel, si en France, environ 60, ça dépend des années, cette année ça a baissé à 48, environ 60% des femmes, ici, en Polynésie, on est à peu près 30%. Et en 2 ans, on est arrivé à 32%. Vous pensez bien que c'est complètement inutile. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Lucille de faire un travail dont Eric et moi nous attendons beaucoup. Nous pensons, d'après son cours exposé, elle est en cours d'études, nous pensons que ça va nous aider beaucoup à affiner notre communication avec la population polynésienne qui a sa culture, ses habitudes, etc. Et nous connaissons parfaitement l'opposition que l'on nous dit. Ok, pourquoi donner des médicaments chimiques? Parce qu'il y aura all Tahiti qui guérit tout. Alors, nous nous heurtons à des difficultés tout à fait particulières qu'on n'aurait pas en Bretagne. Et cependant, il faut arriver à un meilleur résultat. Ce que je vois aujourd'hui et qui me ravit, c'est que nous avons des sœurs optimistes et je les remercie et je suis très reconnaissant. Elles ont monté quelque chose avec les médecins, avec les associations. En termes d'association, bien entendu, il y a la Ligue, qui, comme vous voyez, n'est pas... je vais vous dire un mot de ces résultats récents. Mais la Ligue agit. Quant à les Amazones, qui a été créée par Mélanie, une Martiniquaise qui a eu un cancer du sein à 37 ans et qui a créé quelque chose qui a un intérêt humain énorme. C'est en dehors de toute technique, on va dire c'est un club de rencontres, d'échanges, de la vraie vie, et c'est ce dont les gens ont besoin, parce qu'ils ont sur un plan technique toute l'aide de la médecine, mais le facteur humain, ce sont eux. Et moi, je voudrais que vous les applaudissiez. Je voudrais que vous les applaudissiez. Parce que dans cette maladie, le facteur humain, surtout ici, avec la mentalité, je regarde ma montre, encore 5 minutes, ce que nous avons comme grande difficulté, nous, papa, c'est d'entrer dans l'univers, les familles, en utilisant les langages qui vont pousser les gens à se faire dépister tôt. Alors, ce que j'espère, à vos c'est que ça ne sera pas, ça ne va pas se limiter à ça, que Lucille va continuer à travailler, que Naja va continuer avec Sœur Optimiste pour travailler avec nous,
et que nous sommes extrêmement contents qu'il existe les Amazones. Et quant à nous, je vais juste vous dire ce que nous avons obtenu ces temps derniers. Cette année, puisqu'on parlait tout à l'heure de perdre ses cheveux, vous savez, pour une femme, bien que je sois un homme, je suis sensible, annoncer qu'il y a un petit cancer, qu'il va falloir opérer sans doute, que les cheveux, on va faire une chimiothérapie, les cheveux vont tomber temporairement. Après, ils vont repousser d'ailleurs au bout d'un certain temps, même plus beau qu'avant très souvent, mais il y aura quelques mois à traverser. Alors, qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Il y a une vingtaine d'années que les choses ne sont pas réglées. C'est que les coiffeurs, un coiffeur pour prendre en charge une femme qui perd ses cheveux et qui doit les tondre, etc., ça se passe d'un point de vue psychologique d'une manière très lourde, parce que ce sont des femmes qui pleurent, qui sont angoissées. Il y a une prise en charge très au-delà de la permanente, et très au-delà de la teinture. C'est pour ça qu'il y a peu de salons qui sont d'accord, parce que, et d'autant moins qu'un salon depuis 20 ans est payé 20 000 francs CP. Or aujourd'hui, une perruque coûte environ 13 000 ou 15 000 francs. Nous avons obtenu, grâce après avoir discuté avec la CPS longuement, et grâce à Dieu, le nouveau directeur de la CPS est un esprit très ouvert, très humain, et c'est tant mieux. Au moins lui, quand on lui envoie un email pour avoir un rendez-vous, il vous répond dans les 48 heures. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est... Oui, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À qui on avait annoncé qu'elle allait perdre ses cheveux, allait voir un salon qui lui disait « mets 20 000 francs sur la table », elle n'avait pas les 20 000 francs. Et on a tous, notamment la dernière fois où nous sommes allés à l'hôpital de Taravao, une patiente a dit « je ne veux pas perdre mes cheveux, donc je ne fais pas le traitement ». Une fois qu'on leur a bien expliqué, tous les gens, à l'unanimité de la CPS, disent on va payer directement les coiffeurs. Mais depuis avril 2019, la perruque de type 1, qui est celle dont nous parlons, droit les malades qui sont des malades cancéreuses et qui ne doivent rien payer, est vendu à 350 €, soit 42 000 francs. Nous avons demandé, la Ligue a demandé à l'ARAS, donc l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, un minimum de 35 000 francs pour les coiffeurs, et s'il faut rajouter un colis fiché quelconque, ça sera payé en plus. Donc ça, c'était cette année. Et l'année dernière, nous avons obtenu que les échographies qui, dans 70% sont indispensables après avoir fait une mammographie. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Vous allez voir une boule sur une mammographie. Qu'est-ce qu'il y a dans la boule?
Est-ce que c'est simplement un liquide avec une bordure, une limite tout à fait nette? C'est un kyste, on ne va rien faire. Est-ce que c'est un fibroadénome, c'est-à-dire un contenu tout à fait homogène, hein? Alors, nous avons... Ou est-ce que c'est autre chose? Ça sera désormais désormais gratuit. Et en ce moment, nous sommes en train de mener une campagne difficile qui consiste, comme le préconise l'OMS depuis le 20 novembre 2020, vacciner tous les enfants entre 11 et 14 ans contre les virus HPV. Virus HPV, ce sont des virus qui donnent toutes sortes de cancers, mais il existe un vaccin. Et ce vaccin existe et a une efficacité de 97,4%, ce qui est énorme. En 2019, on a hospitalisé 39 femmes. Comme les femmes ici viennent toujours très tard, il y en a à peu près 20. Donc, nous essayons d'obtenir, et c'est pas facile, que le gouvernement consacre 120 millions, trouve 120 millions pour mettre en place cette vaccination de tous les enfants. Les résultats seront à juger dans une dizaine d'années. Merci beaucoup, Dr Kato. Voyez-vous, ce que nous faisons, c'est ça. Mais je crois qu'on peut vous travailler applaudir tous ensemble. Merci beaucoup, Dr Kato. On va d'abord poser Dr Kato, je vous invite à venir, Dr Kato. Donc, pour répondre aux questions. Hein? Ok, d'accord. Donc, si tu veux t'asseoir. Voilà. Donc, nous allons passer à l'interview, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec Anne. Donc, par rapport à la Ligue contre le cancer. Donc, merci pour toutes ces informations. Donc, depuis quand existe votre association sur le territoire? Alors, depuis 2006, donc nous avons été créés en 2006, 15 ans maintenant. D'accord. Existe-t-elle ailleurs et depuis quand? Donc, on sait qu'elle existe en France. Oui, elle existe partout, plus d'une centaine de comités et un comité dans les Outre-mer surtout. Oui. Voilà, c'est ce que vous disiez là tout à l'heure. Quelles sont les missions de votre association? Alors, bien sûr, le financement de la recherche, mais surtout l'information et la sensibilisation auprès de la population sur les maladies, la maladie du cancer en général, et bien sûr, en octobre, la maladie du cancer du sein. Voilà, donc il y a de la prévention, beaucoup d'informations, et ensuite de l'accompagnement, donc l'accompagnement que l'on va faire spécialement à l'attention des femmes pour celles qui ont un cancer du sein. Pour exemple, à l'hôpital de Travaux, puisque nous avons un service de chimiothérapie, une fois par semaine, nous avons une esthéticienne prise en charge par la Ligue, donc qui va prodiguer des soins à la demande de nos patients. Donc très souvent, ça va être des massages, beaucoup de massages, parce que voilà, les mains, les pieds, la tête, des fois un peu de pose de vernis, elles en demandent un peu des fois, mais voilà, c'est notre manière de les accompagner. Ensuite, au service de radiothérapie, avant qu'on ait le Covid, tous les matins, du lundi au vendredi, on avait une équipe de bénévoles, souvent elle fonctionnait par deux, qui étaient présents auprès des malades en radiothérapie. Donc on leur proposait un café, un verre d'eau, un gâteau. Voilà. L'essentiel, c'était de pouvoir leur dire qu'ils ne sont pas seuls, hein, femmes ou hommes, ils ne sont pas seuls, il y a la Ligue et surtout qu'il y a toujours une oreille attentive s'il y avait un besoin quelconque. Ensuite, on va accompagner, comme je l'ai dit, les EVASAN, hein, pour ceux qui, surtout quand la CPS nous sollicite. Et après, on peut avoir des interventions ponctuelles en fonction des besoins vis-à-vis de nos malades. D'accord, merci. Donc là, vous avez développé les actions que vous réalisez. Avez-vous d'autres projets? Oui, donc l'année prochaine, en tout cas le grand projet, le Dr Kato vous en a parlé, nous sommes réellement en train de travailler sur
la nécessité d'obtenir la prise en charge de ce fameux vaccin qui va protéger contre le cancer du col de l'utérus. Mais pas que, puisque ce virus serait aussi le virus qui déclenche d'autres cancers. Donc nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Nous avons eu des discussions avec le ministère, avec la direction de la santé, avec l'État, parce qu'on a voulu aussi aller chercher ce soutien de l'État. La Ligue nationale en France, que j'ai rencontrée en juin, je leur ai exposé notre projet, donc eux aussi nous soutiennent et vont faire ce qu'ils peuvent pour nous soutenir depuis la France, via le ministère des Outre-mer, voilà, pour leur dire qu'en Polynésie, c'est aussi un sujet qui nous inquiète et surtout qu'on trouve injuste, non, mais si on veut parler d'égalité, puisque c'est pris en charge en France, pourquoi c'est pas pris en charge chez nous? Donc voilà, c'est surtout sur ce facteur que l'on entame les discussions avec l'État aujourd'hui, qui est très sensible aussi à notre demande. D'accord. C'est le grand projet de l'année, oui. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Natacha? D'abord, remercier le Sorum Optimisme pour cette initiative, parce que c'est vrai que, comme je le disais, ça fait du bien de pouvoir s'asseoir et écouter des médecins, puisqu'habituellement, c'est moi qui prends la parole devant des jeunes. Donc ce soir, ça me fait du bien. Ça me rassure aussi parce que les chiffres qu'on annonce lorsqu'on intervient sont les bons chiffres. Hein. On a tous plus ou moins la même approche. Et voilà, ça ne fait que conforter nos actions en me disant que nous ne nous trompons pas. Nous allons vraiment dans le bon sens et surtout vous remercier parce que je sais que quand on vous sollicite, vous répondez toujours présent. Merci. Merci pour tout ce que vous faites et merci au Sorum Optimisme. Avec plaisir. Tout à l'heure, vous avez parlé des dons et j'ai entendu parler d'une urne. Alors, je ne sais pas si vous avez apporté une urne ici. Non, j'ai pas apporté d'urne. Par contre, pour ceux qui passeraient devant une banque, je fais un peu de pub, la Banque de Polynésie a lancé cette action du Tota solidaire. Donc, puisqu'on change de pièce, il y a des urnes un peu dans toutes les agences de la BP. Donc, si vous avez des petites pièces ou autre chose que des petites pièces, vous pouvez les glisser. Ça va durer 3 mois, cette action. Et donc, les fonds seront reversés entièrement à la Ligue. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Natacha. Donc, c'est le temps des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui ? Bonsoir. En fait, j'ai pas de questions, mais comme je dois bientôt y aller, je voulais juste vous dire que je suis vraiment contente d'avoir participé à cette colloque. Je viens de l'ICEP, de l'institution privée en fait qui est à la mission. J'ai été tenue au courant par mon copain qui est inscrit à l'UPF et je le remercie parce que oui, il y a des hommes qui sont concernés par la santé de leurs copines, de leurs femmes, pardon. Et juste, j'aimerais bien demander si la prochaine fois, ça serait possible aussi d'envoyer ces mails pour les étudiants de l'ICEP. Comme j'ai vu qu'on pouvait venir vraiment librement ici, donc ça c'est super, c'est une bonne action. Je suis venue ici déjà pour cette raison et pour la deuxième raison, c'est qu'un jour j'ai rencontré une femme à Carrefour qui m'a juste demandé « Ma puce, est-ce que tu peux m'aider à porter mon sac de croquettes parce que je me suis fait opérer du titi gauche ?» Donc elle m'a dit ça et je l'ai aidée, mais en fait, à ce moment-là, j'ai vu que c'était une femme que je ne connaissais pas qui m'a dit ça. Non seulement elle recherchait un soutien physique, donc de porter son sac de croquettes, mais aussi un soutien mental. C'est vraiment important, elle m'a avoué ça comme ça, donc ça veut dire qu'elle avait besoin d'en parler. Donc je vous remercie, toutes les associations, toutes les organisations pour les femmes, même si on n'est pas concerné, même si on n'a pas de problème au titi, c'est vraiment important entre nous les femmes de pouvoir se soutenir. Vous êtes des battantes, vous êtes des fighters et j'aime carrément ça. Voilà, merci.
a-t-il des questions? Levez la main si vous avez des questions, ce sera plus facile. Merci. Allô? Vous m'entendez? Parce que je parle fort déjà. Oui, je voudrais revenir sur le risque de certaines femmes. Est-ce que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas enfanté et qui n'ont donc pas allaité, est-ce qu'elles ont un risque bien plus grand d'avoir un cancer du sein que les autres? Il y a des choses qui peuvent être protectrices. On a montré qu'il y avait un petit peu plus d'incidence de cancer chez des femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ont eu des enfants ou qui n'ont pas allaité. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfants, qu'on n'a pas allaité ou qu'on va forcément avoir un cancer du sein. Ce qu'on voulait montrer, c'est que c'est multifactoriel, donc ça peut être une association de facteurs de risque, mais ce n'est pas quelque chose d'uniciste. Parce qu'on a eu ça, on va forcément avoir un cancer du sein. Et après, ma dernière question, j'ai vu jusqu'à la mammographie jusqu'à 74 ans. Et après? Moi, j'ai plus de 74 ans et je la fais toujours. Et après? Eh bien, après... La vie, elle ne s'arrête pas à 74 ans. Après? J'ai fait des mammographies dépistage jusqu'à l'âge de 78 ans. Moi, j'en ai plus que ça. Tout le monde. Moi, j'ai une question. Moi, je n'ai pas de question, je vais vous repasser le micro rapidement, mais je voudrais juste signaler que quand on veut prendre rendez-vous pour une mammographie, des fois, on a plus de 3 mois d'attente. Et je dois dire qu'ici, en Polynésie, où les gens ont déjà du mal à se rendre à un rendez-vous le lendemain, même quand les médecins rappellent, même quand les secrétariats de médecins rappellent et qu'on a il y a un grand taux d'absentéisme, quand il faut penser à prévoir plusieurs mois d'avance un rendez-vous, je trouve ça compliqué. Alors, soit il faudrait avoir un carnet d'adresses de personnes qui sont un peu plus disponibles, peut-être c'est celui chez qui je vais qui est moins disponible, mais j'ai déjà à plusieurs reprises entendu des femmes me parler de ce problème, du délai, lorsqu'il faut prendre un rendez-vous pour une mammographie. Je sais que souvent, moi, j'appelle en novembre pour avoir un rendez-vous en février-mars. Ben oui. Est-ce que, si je peux réagir juste à ta remarque, il faut bien différencier, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure du dépistage. Alors c'est vrai que là, si on prend un mois de retard sur sa date présumée c'est pas toujours très très grave. Après, il faut savoir aussi que la mammographie, tu peux la faire dans n'importe quel cabinet de radiologie du territoire. On a quand même la chance sur Tahiti d'en avoir plusieurs, donc dans les cliniques, ils sont quand même assez disponibles rapidement. Donc ça, c'est le premier cas de figure. À mon avis, il ne faut pas confondre aussi avec le deuxième cas de figure qui est « j'ai un symptôme ». Et là, on est dans une problématique totalement différente, on en a bien discuté ce soir. Il existe une consultation au CHPF, 2 jours par semaine de consultation d'urgence, c'est-à-dire une femme qui a un symptôme, pas dans le cadre du dépistage, on est bien d'accord, hein, une femme qui a un symptôme peut se présenter sans rendez-vous. Et elle sera vue, elle sera prise en charge, elle sera orientée. C'est une des choses qu'on a essayé de mettre en place pour pallier justement à ces défauts d'accessibilité, parce que c'est vrai, je te rejoins, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais encore une fois, en ce qui concerne le dépistage, je pense qu'il y a moyen quand même de s'arranger, quitte en décalant un petit peu son rendez-vous ou allant ailleurs. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la femme symptomatique. Là, il faut qu'elle soit prise en charge, j'ai envie de dire, dans la semaine. Je n'avais pas du tout l'information sur cette ouverture au niveau de l'hôpital. Et peut-être que lorsqu'on fait de la communication comme ça pendant la période d'Octobre Rose, on devrait aussi communiquer sur le fait que c'est facile d'accès, si on a un doute, de pouvoir se rendre. Parce que ce qui arrête tout le monde, des fois, c'est tout simplement de devoir payer le médecin. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici qui ne vont pas chez le médecin, qui vont chez le pharmacien quand ils doivent se faire soigner, parce qu'ils ne veulent pas payer les 3200 francs de médecin. Donc on sait que déjà ça peut être un frein à beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que je ne savais pas du tout, et je n'ai pas pu le conseiller à qui que ce soit, qu'il y avait une accessibilité sur l'hôpital à des dates et à des heures fixes. Donc peut-être on pourrait communiquer là-dessus. En tout cas, merci de votre réponse.
Bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier, je vous trouve extraordinaire. Je voulais juste dire qu'à titre tout à fait personnel, j'allais avant dans les cabinets privés et que très récemment, j'ai découvert les services de l'hôpital et notamment le travail de Madame Prisca Arthur. J'ai rencontré même Madame Lutringer et je me suis sentie vraiment en sécurité. Et je trouve que cette approche que vous avez, de ce dynamisme que vous arrivez à transmettre aux patients, c'est vraiment extraordinaire. Et pour cela, je voudrais vraiment vous dire merci. Et je voudrais également dire merci à la Ligue et puis à l'association Amazon pour tout le travail que vous faites. Merci à tous. Vous avez parlé pendant à des différents intervenants, des différents moyens de dépister donc les cancers du sein, à savoir la mammographie et l'échographie. Il y en a une qui envoie des rayons, pas l'autre. Pourquoi est-ce qu'on utilise plus la mammographie que l'autre moyen qui n'a pas de rayons? Alors, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne pourrait pas voir si on faisait simplement une échographie. Hein, c'est ce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des anomalies qu'on ne palpe pas, qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas non plus à l'échographie. Donc la mammographie reste quand même l'examen de dépistage, ce qu'on appelle le gold standard, qui nous permet de mettre en évidence, par exemple, les calcifications, tu vois, c'est un des exemples. Les calcifications, c'est tellement petit, c'est millimétrique, ça se voit que sur la mammographie. Et ça peut être un cancer débutant ou une lésion précancéreuse. Certaines anomalies qu'on appelle des distorsions, tu vois, c'est juste des petites rétractions de la glande. Ça, on ne peut pas le voir à l'échographie. Donc c'est pour ça qu'on est obligé quand même d'utiliser dans le cadre de dépistage cet examen qui certes est irradiant, mais rend vraiment des services aux femmes pour dépister des cancers, encore une fois, à un stade précoce. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Ah, si, pardon. Il faut juste rajouter qu'il y aura une deuxième conférence, jeudi 28 octobre, de 10h à midi, à l'hôpital, au CHPF. Donc, essayez de voir autour de vous et de dire que c'est une conférence quand même très intéressante, très riche, également portée par des femmes qui sont, et je le répète, qui sont au service des femmes, et elles l'ont bien traduit en expliquant leur travail, en apportant les données. Et vraiment, on sent que voilà, il y a un bel échange qui a pu passer, en tous les cas, entre les spectateurs, en tous les cas, les auditeurs et les auditrices, et les intervenants. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour pour votre intervention, d'avoir été présente également, d'avoir dit oui et d'avoir participé avec nous à cette belle aventure. Remercier également la Ligue contre le cancer, remercier Anne et son association. Vraiment merci à tous et je crois à leur rendez-vous jeudi 28 octobre de 10h à midi. Merci. Au revoir. Donc moi je voudrais juste ajouter au nom de Sœurs Optimistes International, le club de Papeete Tahiti, un grand merci à tous, donc un grand merci à tous les médecins qui ont présenté leur travail, parce que je trouve que c'est très encourageant que d'entendre qu'effectivement, si on vraiment fait de la prévention et si vraiment cette prévention, on l'étend beaucoup plus à l'ensemble de la Polynésie, peut-être que les femmes, elles auront moins peur de venir se faire dépister parce qu'elles auront compris qu'en se dépistant précocement, eh bien, il y avait moins de risques et surtout, il n'y avait pas d'amputation, il n'y avait pas des choses qui peuvent être graves et surtout, c'est la survie. Quand on est jeune, même quand on est moins jeune, je veux dire, on a envie de vivre longtemps, on a envie de s'occuper de ses enfants, de son mari, de sa famille, on n'a pas envie de mourir. Donc pour ça, il faut effectivement
que précocement, eh bien, chacune puisse se faire dépister. Et puis c'est vrai qu'une mammographie, très agréable, mais franchement, c'est vraiment important de le faire. Et vraiment, c'est le message qu'on devait retenir. Et d'autre part, Lucille, par rapport à cette intervention, grâce également à l'université et à la Ligue contre le cancer, justement, avec les comportements qui pourraient simplement changer. Parce que si effectivement on change son comportement, eh bien, on ira plus vers de la prévention. Et ça, c'est un vrai problème en Polynésie. Moi, je suis arrivée en mars 85, et c'est quelque chose que j'ai rencontré, mais au quotidien dans les soins. Le comportement des Polynésiens qui viennent tardivement parce qu'ils ont tellement la trouille, et bien, quand ils arrivent, il y a des fois, c'est trop tard. Et quel dommage! Donc vraiment, s'il y avait un message à faire passer, ce serait bien celui-là. Et j'espère vraiment que le travail que tu vas faire sur les comportements, eh bien, ça va changer quelque chose. Et vraiment, je t'encourage de tout mon cœur, vraiment. Merci beaucoup à la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup à Amazon. Merci beaucoup à tous les médecins. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous mes collègues de Soroc. Et merci Nalja pour m'avoir aidé. Merci à l'université. Bonne soirée et à jeudi 28. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité des intervenants et de leurs interventions. Et puis, espérons que l'information à nouveau passe et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc, merci beaucoup pour votre engagement. Et puis, merci pour cette soirée et puis pour ce partage d'informations. Je vous souhaite une bonne soirée. Rentrez bien. Merci beaucoup. Merci, Chantal.